sors d'ici tout à l'heure et qu'on ne réfléchisse pas à un enclos d'étal de chez moi, maître juré filou, vrai gibier de potence. J'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents? Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandare, à demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en attendre dans la rue et sois pas dans ma maison. Planter tout droit comme un piquet, observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux pas avoir sans cesse devant moi un espion des affaires, un traître, dont les yeux maudits siègent toutes mes actions, dévorent ce que je possède et furettent de tous les côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diable voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Et voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point un homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Oh non, coquin, je ne dis pas ça. Je te demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Que nous importe que vous en ayez, que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur. Je te bats à grille de ce raisonnement assis par les oreilles. Sors d'ici, encore une fois. Eh bien, je sors. Attends! Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterez? Eh bien, ça que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres? Les autres? Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez vous-même. Ces grands hautes choses sont propres à devenir les recéleurs des choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint. Et que j'aurais de joie à le voler. Eh? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? C'est ce que je dis. Oui, et qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Mais qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en Je me tête? mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis ça. Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à tes oreilles. Empêcherez-vous de me dire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Mais- Tais-toi. Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Te tairas-tu? Ah oui, malgré moi. Ah Tenez, voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons. Rends-le-moi sans te fouiller. Quoi? Ce que tu m'as pris. Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Adieu. Va-t'en à tous les diables. Voilà, fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience. Au moins. Voilà un pandard de valet qui m'incommode fort. Et je ne me plais pas à voir chez moi chien de boiteux là. Certes, c'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Et bien heureux qui a tout son fait de bien placer ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Car pour moi, les coffres-forts me sont suspects. Je ne veux jamais m'y fier. Je les tiens justement une franche amorce à voleur. Et c'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on vendit hier, que 10 000 écus en or chez soi, c'est une somme qui... Au ciel, je me serais trahi moi-même, la chaleur m'aura emporté. Je crois que j'ai parlé haut en raisonnant tout seul. Ici, Valère, nous t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans contredire. Sais-tu bien de quoi nous parlons? Non. Mais vous ne sauriez avoir tort et vous êtes toute raison. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage, et la coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela? Ce que j'en dis? Oui. Ben quoi? Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment et que vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison. Mais aussi, n'a-t-elle pas tort tout à fait? Mais comment? Mais le seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un gentilhomme qui est noble, doux, posé, sage et fort accommodé, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Saurait-elle mieux rencontrer? Cela est vrai. Mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipiter les choses et qu'il faudrait au moins quelque temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder avec... C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverais pas. Et il s'engage à la prendre sans dot. Sans dot? Oui. Ah, je ne dis plus rien, voyez-vous. Voilà une raison tout à fait convaincante, il se faut rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, ça ne reçoit point de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire.
qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie, et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions. Sans dot. Vous avez raison. Voilà qui décide tout, cela s'entend. Il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard, et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur, de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. Sans dot. Ah, il n'y a pas de réplique à ça. On le sait bien. Qui tente peut aller la contre. Ce n'est pas qu'il y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner, qui ne les voudraient point sacrifier à l'intérêt et chercheraient plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité, la joie, et que... Sans dot. Il est vrai, cela ferme la bouche à tout. Sans dot. Le moyen de résister à une raison comme celle-là. Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut point qu'elle regarde comme un mari est fait. Et lorsque la grande raison de son dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Bon, voilà bien parlé, ça. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et prends la hardiesse de lui parler comme je fais. Comment j'en suis ravi, et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oh mais oui, tu as beau fuir, je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Après cela, résister à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre pour lui continuer les leçons que je lui Oui, faisais. tu m'obligeras, certes. Il est bon de lui tenir un peu l'abri de haut. C'est vrai, il faut les filles, tu sais. Ne vous mettez pas en peine, je crois que j'en viendrai à bout. Fais, je m'en vais faire un petit tour en ville et reviens tout à l'heure. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qu'il vous a donné. Il sait ce que c'est que de vivre. Lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot, on ne doit point regarder plus avant. Tout est renfermé là-dedans. Et sans dot tient lieu de beauté, de jeunesse, de naissance, d'honneur, de sagesse et de probité. Ah, brave garçon. Voilà parler comme un oracle. Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Eh bien, qu'est-ce, Rosine? Oh mon Dieu, que vous vous portez bien. Et que vous avez là un vrai visage de santé. Qui, moi? Oh, jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard. Bon. Comment? Vous n'avez de votre vêtu si jeune que vous êtes. Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Oh, cependant, Rosine, j'en ai 60 et bien compté. Ah, bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? Voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai, mais 20 années de moins, pourtant, ne me ferait pas de mal, que je crois. Vous vous moquez, vous n'avez pas besoin de cela. Et vous êtes d'une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Bon, sûrement, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, que voilà bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Oh, sans doute. Montrez-moi votre main. Mon Dieu, quelle ligne de vie. Hein, comment? Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6 20. Est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Et comment va notre affaire? Faut-il le demander? Et me voit-on mêler de rien dont je ne vienne à bout? J'ai, surtout pour les mariages, un talent merveilleux. Il n'est point de parti au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Et je crois, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le grand Turc avec la République de Venise. Il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire. Non, non. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond, l'une et l'autre, entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui doit se faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. Mais, Frosine, as-tu entretenu la mère, touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cédât un peu, qu'elle fit quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Car encore n'épouse-t-on pas une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Comment? C'est une fille qui vous apporte 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui.
Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes, et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orge mondé perpétuel, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et ça ne va pas à si peu de choses qu'il ne monte bien tous les ans à 3000 francs, pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple, et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux. Vous donne c'est pareil, avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu. Ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40 20 000 francs cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. 5 000 francs au jeu par an et 4 000 francs en habits et bijoux, cela fait 9 000 livres. Et 1000 écus que nous mettons pour la nourriture. Voilà-t-il pas par année? Vous 12 000 francs, bien comptés? Oui, ça n'est pas mal, mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu? C'est une raillerie de vouloir me constituer sa dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas, et il faut bien que je touche quelque chose. Mon Dieu, vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où ils ont du bien, dont vous serez le maître. Il faudra voir ça. Mais, Rosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût et que ça ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui m'accommoderaient pas. Que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens. Et n'a de l'amour que pour les vieillards. Oui, elle. Alors, je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Mais elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard, avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis de n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas 4 mois encore qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur ça seulement? Oui, elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour l'aîné qui porte des lunettes. Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Mais ça va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Céphales, des Paris et des Apollons? Non, de beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon père Anchi sur les épaules de son fils. Cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais pas aimé les jeunes hommes. Je le crois bien. Voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, beaux godelureaux pour donner envie de leur peau. Je voudrais bien savoir quel ragoût il y a. Pour moi, je n'en comprends pas. Je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être folle fieffée. Trouver la jeunesse aimable. Non, mais, et savoir le sang commun. Sont-ce des hommes que de jeunes blondins? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours, avec leur ton de poule laitée, leur trois petits brins de barbe relevés en barbe de chat, leur perruque d'étoupe, leur autre chose tout tombant et leurs estomacs débraillés. Ça est bien bâti. On est auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme, cela. Il y a là de quoi satisfaire à la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien? Oh, comment? Vous êtes à ravir et votre figure est à peindre. Et dis-moi un peu, Marianne, ne m'a-t-elle pas encore vue? N'a-t-elle pas pris garde à moi en passant? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que celui serait d'avoir un mari comme vous. Tu as bien fait et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. Mais... J'ai un procès que je suis sur le point de perdre, faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Oh, que vous lui plairez. Et que votre fraise à l'antique fera sur son esprit, en effet, admirable. Mais surtout, elle sera charmée de votre autre chose, attachée au pourpoint avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous. Un amant aiguilleté sera pour elle un ragoût merveilleux. Oui, certes, tu me ravis de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruinée si je le perds.
et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était à m'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités. Et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu m'as fait grand plaisir, Frosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied, je vous en serai éternellement obligée. Adieu, je vais acheter mes dépêches. Je vous assure, monsieur, que vous ne sauriez jamais me soulager dans un plus grand besoin. Je mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Vous importunerait pas si je ne m'y voyais forcée par la nécessité. Et j'aurai soin qu'on soupe de bonheur pour ne vous point faire malade. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Vous sauriez croire, monsieur, le plaisir. Adieu, je m'en vais. Voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Jusqu'à tantôt. Chèvre te serre, chien de vilain, à tous les diables. Valère, aide-moi à ceci. Ah, au sein, maître Jacques, approchez-vous, je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Mais à qui des deux le premier? Au cuisinier. Attendez donc, s'il vous plaît. Quelle diante de cérémonie est cela, hein? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille. Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Que diable, toujours de l'argent. Et il semble qu'il n'ait autre chose à dire. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah, et non que ce mot à la bouche, de l'argent, toujours parler d'argent. Voilà leur épée de chevet. De l'argent. Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde. Il n'y a si pauvre esprit qui n'en fit bien autant. Mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent? Oui. Par ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier. Aussi bien vous mêlez-vous sciant d'être factotum. Ah, taisez-vous. Oui. Qu'est-ce qu'il nous faudra? Voilà, monsieur votre intendant qui nous fera bonne chère avec peu d'argent. Ah, là, je veux que tu me répondes. Combien serez-vous de gens à table? Nous serons 8, 10. 10. Non, 8. Ah, ben, il faut prendre que 8. Quand il y a mangé pour 8, il y en a bien pour 10. Cela s'entend. Eh bien, il faudra 4 grands potages et 5 assiettes. Potage, Que entrée, diable, voilà pour traiter toute une ville entière. rond, Oh, traître, tu manges tout mon bien. entremets. Encore? Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous-en un peu lire les préceptes de la santé et demander au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison. Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande. Et que pour se bien montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne. Et que, suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, que cela est bien. Approche, que je t'embrasse pour ce beau. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger. Non. Et non pas... non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Comment est-ce que tu dis? Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui. Entends-tu? Qui est le grand homme qui a dit ça? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Fais donc. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord quelques bons haricots, bien gras, avec quelques pâtés en pot, bien garnis de marrons. Reposez-vous sur moi. Ah, maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse. Attendez, ceci s'adresse au cocher. Hein, vous dites, Il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tout prêts pour conduire à la foire. vos chevaux, monsieur? Ma foi, ils ne sont point du tout en état de marcher. Je ne vous dirai point qu'ils sont sur la litière, les pauvres bêtes n'en ont point, et ce serait mal parlé. Mais vous leur faites observer des jeunes si austères que ce ne sont plus rien que des idées ou des fantômes, des façons de chevaux. Les voilà bien malades, ils ne font rien. Et pour ne rien faire, monsieur, est-ce qu'il ne faut rien manger? Il leur vaudrait bien mieux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup, de manger de même. Ça me fend le cœur de les voir ainsi exténués. Car enfin, j'ai une tendresse pour mes chevaux qui me semble que c'est moi-même quand je les vois pâtir. Je m'ôte tous les jours pour eux des choses de la bouche. Et c'est être, monsieur, de naturel trop dur que de n'avoir nulle pitié de son prochain. Le travail ne sera pas bien grand d'aller jusqu'à la foire. Non, je n'ai pas le courage de les mener. Et je ferai conscience de leur donner des coups de fouet en l'état où ils sont.
Comment voudriez-vous qu'ils traînassent un carrosse, qu'ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes? Oh ça, intérêt de belle-mère à part. Que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble? Oui, son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. Là, là. Mais encore. Vous en parlez franchement. Je ne l'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Son air est de franche coquette. Sa taille est assez gauche, sa beauté est très médiocre et son esprit des plus communs. Ne croyez pas que ce soit mon père pour vous en dégoûter, car j'aime autant celle-là qu'une autre. Bah, tu lui disais tantôt pourtant... Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous plaire. Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle. Moi? Point du tout. J'en suis fâché. Ça rend une pensée qui m'était venue dans l'esprit. J'ai fait en la voyant ici réflexion sur mon âge. J'ai songé qu'on pourra trouver à redire de me voir marié à une si jeune personne. Cette considération m'en faisait quitter le dessein. Et comme je l'ai fait demander, que je suis pour elle engagé de parole, je te l'aurais donné, sans l'aversion que tu témoignes. À moi? À toi, En mariage? en mariage. Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas forte à mon goût, mais pour vous faire plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser si vous voulez. Moi, oh, je suis plus raisonnable que tu ne penses. Je ne veux point forcer ton inclination. Pardonnez-moi, je me ferai cet effort pour l'amour de vous. Non, un mariage ne saurait être heureux où l'inclination n'est pas. C'est une chose, mon père, qui peut-être viendra ensuite, et l'on dit que l'amour est souvent un fruit du mariage. Non, du côté de l'homme, on ne doit pas risquer l'affaire. Oh, ce sont des suites fâcheuses où je n'ai garde de me commettre. Non, si tu avais senti quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser au lieu de moi. Mais, ça n'étant pas, Bah, je suivrai mon premier dessein. Et je l'épouserai moi-même. eh bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir mon cœur, il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime depuis un jour que je la vis dans une promenade, que mon dessein était tantôt de vous la demander pour femme et que rien ne m'a retenu que la déclaration de vos sentiments et la crainte de vous déplaire. Lui avez-vous rendu visite? Oh oui, mon père, Beaucoup de fois? assez pour le temps qu'il y a. Vous a-t-on bien reçu? Fort bien, mais sans savoir qui j'étais. Et c'est ce qui a fait tantôt la surprise de mariage. Oui, c'est ce qu'il a fait. Lui avez-vous déclaré votre passion et le dessein, vous étiez de l'épouser? Sans doute, et même j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture. A-t-elle écouté pour sa fille votre proposition? Oui, fort civilement. Et la fille, correspond-elle fort à votre amour? Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a quelque bonté pour moi. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Et voilà justement ce que je demandais. Or, chez mon fils, savez-vous ce qu'il y a? C'est qu'il faut songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour, à cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi, et à vous marier dans un peu avec celle qu'on vous destine. Oui, mon père, c'est ainsi que vous me jouez. Eh bien, puisque les choses en sont venues là, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point la passion que j'ai pour Marianne. Comment? Qu'il n'y a point d'extrémité où je ne m'abandonne pour vous disputer sa conquête. Et que si vous avez pour vous le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours, peut-être, qui combattront pour moi. Oh, mon panda, tu as l'audace d'aller sur mes brisées? C'est vous qui allez sur les miennes, et je suis le premier en date. Ne suis-je pas ton père? Et ne me dois-tu pas de respect? Oh, ce ne sont point ici des choses où les enfants soient obligés d'en déférer au père, et l'amour ne connaît personne. J'aimerais bien me connaître avec de bons coups de bâton. Toutes vos menaces ne me feront rien. Tu renonceras, Marianne. Point du tout. Donnez-moi un bâton tout à l'heure. Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait pareil. Ça n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Moi, j'ai toutes les joies du monde de devoir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. On oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Quoi, ne gardez aucun ressentiment de toutes mes extravagances. C'est une chose où tu m'obliges par la soumission et le respect où tu te rends. Je vous promets, mon père, que jusqu'au tombeau, je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose que de moi tu n'obtiennes. Ah, mon père, je ne vous demande plus rien. C'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment? J'ai dit, mon père, que je suis trop content de vous et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez eue de m'accorder Marianne. Et qu'est-ce qui parle de t'accorder, Marianne? Et vous, mon père? Moi? Sans doute. Comment c'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi, y renoncer? Eh oui. Pas du tout. Tu ne t'es pas départi d'y prétendre? Au contraire, j'y suis porté plus que jamais. Toi, d'ardeur chef? Mais rien ne peut me changer. Laisse-moi faire très. Faites tout ce qu'il vous plaira. Je te défends de me jamais voir. À la bonne heure. T'abandonnes. Abandonnez. Je renonce pour mon fils. Ouais. Je te déshérite. Tout ce que vous voudrez. Et je te donne ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dons. Oh, monsieur, je vous trouve à propos, suivez-moi vite.
Quoi? Mais suivez-moi, vous dis-je, nous sommes bien. Comment? Voici votre affaire. Qu'y a-t-il? J'ai guigné ceci tout le jour. Mais qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment as-tu fait? Mais vous saurez tout, sauvons-nous. Je l'entends crier. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Quand qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le retrouver? Ou courir, ou pas courir? N'est-il point là? N'est-il pas ici? Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Ah, mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je fais? Et là, mon pauvre argent, mon cher ami! On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde sans toi. Il m'est impossible de vivre. Ah, c'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qui me l'a pris? Qu'est-ce qu'il faut? À ces personnes. Il faut qu'il se soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure, et on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je vais aller quérir la justice, faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Et... Oh, que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne, qu'il me donne des soupçons, et tout me semble mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle, là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? Oh, de grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il pas caché, là, parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des aides, des potences, des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je retrouve mon argent, je pendrai moi-même après. Approche. Viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus horrible qui jamais ait été commis. Que voulez-vous, monsieur? Comment, traître, tu ne rougis pas de ton crime? De quel crime voulez-vous donc parler? De quel crime je veux parler, infâme? Comme si tu ne savais pas bien ce que je veux dire. C'est en vain que tu prétendrais de le déguiser. L'affaire est découverte. Et l'on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature? Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point chercher de détour et vous nier la chose. C'était mon dessein de vous en parler et je voulais attendre pour ça des conjonctures favorables. Mais puisqu'il en est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher et de vouloir entendre mes raisons. Et quelle belle raison peux-tu me donner, voleur infâme? Ah, monsieur, je n'ai pas mérité ces noms. Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous, mais après tout, ma faute est pardonnable. Comment pardonnable? Un guet-apens, un assassinat de la sorte? De grâce, ne vous mettez point en colère. Quand vous m'aurez joui, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais. Quoi, mon sang, mes entrailles, oh, pendant. Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition à ne lui point faire de tort. Il n'y a rien dans tout ceci que je ne puisse bien réparer. C'est bien mon intention et que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Il n'est pas question d'honneur là-dedans. Mais, voyons, dis-moi, qui t'a porté à cette action? Hélas, me le demandez-vous? Oui, vraiment, je te le demande. Un Dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait et l'amour. L'amour? Oui. L'amour, ma foi, l'amour de mes louis d'or. Non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté, ce n'est pas cela qui m'a ébloui. Et je proteste de ne prétendre en rien à tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Non, Fred, de par tous les diables, je ne te le laisserai pas. Mais voyez quelle insolence de vouloir me retenir le vol qu'il m'a fait. Appelez-vous cela un vol? Si je l'appelle un vol, un trésor comme celui-là. C'est un trésor, il est vrai, le plus précieux que vous ayez sans doute. Ah. Mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande à genoux, ce trésor plein de charme. Et pour bien faire, il faut que vous me l'accordez. Mais je n'en ferai rien. Mais qu'est-ce à dire, Nous cela? nous sommes promis une fois mutuelle, nous avons fait le serment de nous point abandonner. Le serment est admirable et la promesse plaisante. Et nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre à jamais. Je vous en empêcherai bien, je vous assure. Rien
rien que la mort ne nous peut séparer. C'est être bien endiablé après mon argent. Je vous ai déjà dit, monsieur, que ce n'était point l'intérêt qui m'avait poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez. Et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Vous verrez que c'est par charité chrétienne qui veut avoir mon bien, mais j'y donnerai bon ordre, et la justice pendeur effrontée me va faire raison de tout. Vous en userez comme vous voudrez, et me voilà prêt à subir toutes les violences qu'il vous plaira. Oh. Mais je vous prie de croire au moins que s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser. Et que votre fille, en tout ceci, n'est aucunement coupable. Je le crois bien, vraiment, et il serait fort étrange que ma fille eût trempé dans ce crime. Mais je veux avoir mon affaire, et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevée. Moi? Mais je ne l'ai point enlevée. Elle est encore chez vous. Oh, ma chère Cosette. Elle n'est pas sortie de ma maison? Non, monsieur. Mais dis-moi un peu, tu n'y as pas touché? Moi y touché? Oh, vous lui faites tort aussi bien qu'à moi. C'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. Brûlé pour ma Cosette? J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître une pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma Cosette trop honnête? Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma Cosette, ils parlent d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, c'est la vérité de cette aventure. Et elle peut vous rendre témoignage. Quoi, ma servante est complice de l'affaire? Oui, monsieur, elle a été témoin de notre engagement. Et c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et recevoir la mienne. Est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer? Que nous brouilles-tu ici de ma fille? Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. Non, la pudeur de qui? De votre fille. De ma fille. Et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, monsieur, comme de ma part je lui en ai signé une. Ah, ciel, autre disgrâce.